pourquoi il est impossible aujourd'hui de croire à une alternance politique par la voie des urnes. C'est totalement impossible. Comme moi je choisis, je vous donne un simple exemple. En attendant que vos questions ne m'amènent à aller dans plus de détails. Lorsque, par exemple, et c'est au hasard, on passe de 10% à 15% de parrainage et que on pose la barre, l'obstacle de 15% de parrainage à un moment précis où il n'y a plus de compétition pour tester la capacité ou l'incapacité de X ou Y parti politique pour pouvoir franchir ou ne pas franchir ces 15% et qu'on fixe ça devant alors que ce n'était pas prévu avant, vous voyez que nous sommes dans un cas de supercherie, de duperie. Parce que si on posait les 15% de barrière et qu'en posant par exemple les 15% de barrière, il y avait devant une compétition pour pouvoir tester ceux qui peuvent franchir, ceux qui ne peuvent pas franchir, on pouvait comprendre qu'il y a peut-être une bonne volonté derrière. Mais parce qu'il n'y a plus de compétition, il n'y a plus de preuves pour vérifier qui est apte pour les 15%, qui n'est pas apte pour les 15%, mais qu'on a fixé ça pour pouvoir aller prendre part à l'échéance politique de 2026, vous voyez que nous sommes dans un cas qu'on appelle de l'escroquerie politique. D'autant plus qu'à l'étape actuelle, si nous prenons la population à témoin et que nous nous disons que chaque élection est une photographie du sentiment populaire à un moment donné, alors il n'y a plus cette photographie. Mais que vaut l'UP aujourd'hui en termes de confiance populaire? Que vaut BR aujourd'hui en termes de confiance populaire? Et que vaut les démocrates en termes de confiance populaire? Que vaut Patrice Talon en termes de confiance populaire? Est-ce qu'il me vaut en termes de confiance populaire aujourd'hui? Non. Et personne ne peut dire que ce qu'il valait hier est valable aujourd'hui. Parce que l'électorat est fluctuant, le suffrage est fluctuant, dans la mesure où la politique est une affaire d'opinion. Et que l'opinion change en fonction des intérêts, de la confiance ou de la méfiance qu'on a. Nous venons de vivre un cas à l'étranger, où un président qui se croyait tout puissant, un premier ministre qui croyait déjà qu'il avait la clé du palais en main, du fait de la popularité entre griffes du président, a vu qu'il ne valait rien du tout. Donc à partir de là, en fixant 15% à un moment précis où on ne donne plus aucune occasion à qui que ce soit d'aller tester devant le peuple, nous sommes dans du dol, dans du vol, dans de la tricherie. Voilà un cas. Il y a une multitude de cas qui montrent que 2026, il n'est pas possible de faire une alternance politique par voie électorale en 2026. Donc je vous donne cet exemple, je vous dis pourquoi nous sommes là, je vous ai cité le cadre, je vous donne la thématique centrale, il vous appartient à vous, en tant que spécialiste de l'interrogation de l'homme politique, quelqu'un qui teste ce que vaut le discours politique, il vous appartient de poser des questions. Donc, encore une fois, je me soumets à vos questions, avec l'espoir que vous provoquerez le déclic qui permettra à nos populations de comprendre exactement les dessous de cartes sur ce qui se passe dans le camp Patrice Talon et ce qui se passe dans le cas du Bénin, et pourquoi ce qui se passe est une déviance dictatoriale et une escroquerie démocratique sur un fond de supercherie et politique. Voilà pourquoi nous sommes là. Je vous remercie de votre attention et je me soumets à vos interrogations. Je vous remercie. Donc vous disiez que c'est impossible d'espérer une alternance en 2026 avec le code électoral, on va dire, modifié dans la nuit du 5 au 6 mars. Pourtant, le président Talon, son porte-parole, redisent encore que voilà, le débat sur 2026 est clos et qu'il va partir. Est-ce que vous avez de nouveaux éléments dans ce code-là qui montrent qu'il ne partira pas vraiment? C'est vrai que la barre des 15%, tout le monde déplore ça, l'opposition en premier. Même la mouvance dit qu'elle ne remplit pas les conditions. Personne ne remplit les conditions pour pouvoir avoir, on va dire, les seuils demandés seuls. Est-ce que c'est vraiment ces indices-là qui vous emmènent
on va dire, à tenir ses propos? Bien, dites-nous clairement les points nouveaux qui vous font penser à ça. Vous devez vous souvenir, madame, que le 17 décembre, dans le cadre de la célébration de la fête du parti Restaurer l'Espoir, qui a lieu tous les 7 décembre de chaque année depuis 2006, et j'ai répondu à une invitation dans votre radio. Je vous remercie du cadre de l'accueil. Et j'avais mis l'accent sur quelque chose le jour-là. Je vous disais que le plus gros problème que nous avons aujourd'hui, c'est le parrainage. Vous vous souvenez, madame? Et j'avais dit que le jeu autour du parrainage a été provoqué par un événement que je vais vous rappeler ici aujourd'hui. Et sur le parrainage, je vous ai dit que la Cour constitutionnelle a été invitée pour activer un mécanisme de faux arbitrage. Et ce mécanisme a été provoqué par la requête Gbagbo, que je m'amusais à parler, à faire une allégorie que c'était une requête. C'était une requête. Donc, que disait la requête Gbagbo? La requête Gbagbo parlait exactement de l'illégalité possible entre le fait que la rupture de l'égalité entre le fait que des maires nouvellement élus, certains peuvent parrainer et d'autres ne peuvent pas parrainer. C'était la requête Gbagbo. Mais la requête Gbagbo était un prétexte pour amener la Cour à provoquer une décision du type Djogbenou, c'est-à-dire du type certificat de mise en conformité. Et là, j'ai alerté en décembre, le 17 décembre. Et j'ai expliqué que cette affaire a commencé le 20 novembre, en novembre avec Gbagbo. Mais en réalité, tout le processus a commencé en octobre, d'après mes renseignements. A commencé en octobre. Et pourquoi en octobre? C'est une des conséquences de ce que nous appelons politiquement l'effet Omeki. Et qu'est-ce que l'effet Omeki? L'effet Omeki est le syndrome de l'échec même des réformes politiques de Patrice Talon. Parce que c'était des réformes qui poussaient l'homme politique à l'omerta, à la chosification. L'homme politique n'est plus un homme politique qui a la responsabilité de décider pour le bien des communautés, mais il a seulement l'opportunité de décider pour les intérêts privés d'un clan politique. Et c'est ça l'effet Omeki. L'effet Omeki, c'est un effet qui dit « j'en ai marre, je clore à mon niveau le débat sur le Dauphinat ». Donc, Omeki provoque une délibération sur le Dauphinat, le problème du Dauphinat au sein du clan Talon. Or, le clan Talon est miné aujourd'hui par l'impossibilité de régler de manière démocratique, consensuelle, la question du Dauphinat en son propre sein. Et c'est cette imposition de l'Omerta que Omeki a rompu. C'est ça qui a montré, qui a créé ce que vous observez, ce que vous avez observé sur le parrainage. Pourquoi? Parce qu'on se souvient que à la veille de 2021, c'est le parrainage qui avait créé le gros problème avec des personnalités. Vous comprenez que je suis en direct, je ne peux pas aller dans certains détails, parce que le direct est très difficile à tenir. Si on n'en a pas l'habitude, on ne peut pas tenir. Vous vous souvenez qu'il y avait eu l'affaire Soui, dans laquelle il y a eu des personnalités. L'affaire dans laquelle il y avait des députés comme les Gbadamassi, les Sado et consorts. Vous vous souvenez qu'un temps, il y a un député qui a parlé de combien peut coûter le parrainage. Je parle des affaires sous. Vous comprenez un peu tout ça. Le parrainage n'avait pas été tellement encadré, enfermé, mis sous tutelle. Et ça a créé des problèmes. Et ces problèmes ont failli faire voler en éclats tout le système de la rupture. Il a fallu sortir le gros bras pour trouver des prétextes capables d'aller enfermer ci ou ça, qui ont été des imprudents politiques, ceux qui ont fait preuve d'imprudence politique, qui n'ont pas voulu respecter les règles et le respect des principes en matière politique.
le système en a profité pour leur poser des pots de bananes et ils se sont retrouvés là où vous savez. Donc ce parrainage-là revient. Et avec l'effet Omeki, le parrainage allait être hors contrôle du système Talon. Or, sans ce parrainage mis sous contrôle, le système Talon est fragilisé. Parce que la profession de foi de Patrice Talon, qui consiste à dire qu'il faut compétir sans concurrent, ne pourrait plus être valable. Vous vous souvenez que à la veille au cours d'une émission intitulée « Et moi président », Patrice Talon avait sorti une vision de la concurrence politique qui consistait à dire « Si vous n'avez pas de concurrent, vous avez beau être mauvais, vous serez réélu. » Et comment compétir sans concurrent? Pour compétir sans concurrent, il faut mettre des obstacles qui empêchent, qui disqualifient, qui discriminent. Et qui vous rend seul à compétir avec vous-même ou à vous permettre de désigner vos adversaires. Alors, lorsque on est aujourd'hui et qu'on est dans ce contexte actuel avant le 5 mars, qui est que 3 formations ou 4 formations possibles sont dans la fourchette possible de pouvoir parrainer. Or, le système Talon ne veut pas de concurrents. Donc, il faut aller mettre sous tutelle le parrainage. C'est pourquoi j'ai dit, quand j'étais dans votre studio, que le vrai problème était de soustraire le parrainage à la liberté des parrains potentiels et de confier ce parrainage, de mettre ça sous la tutelle des partis politiques, sinon des chefs de parti. Vous vous souvenez, c'est ce que j'avais dit, le 17. Ça vous avait paru, vous avez dit, mais j'ai dit, attendez, vous allez voir. Ça peut passer par une révision, ça peut passer par l'effet Tchogbenou. Et au final, à la fin maintenant, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez exactement que c'est le parrainage qui a été ciblé. Et ce parrainage qui a été ciblé comment? Cette fois-ci, les parrains ne peuvent plus parrainer. Les parrains ne pourront parrainer qu'à partir de leur parti politique. Voilà. Et lorsqu'on met cet obstacle de parrainage, mais c'est foutu. C'est foutu. Et ce que je vous ai expliqué tout à l'heure dans mon introduction liminaire était quoi? C'était que si on pose à 15% seulement, on est dans un cas de tricherie parce qu'il n'y a plus d'événements pour mesurer qui est capable de 15% et au-delà. Or, on fixe les 15% sur la force antérieure des uns et des autres, pas la force actuelle. Or, au moment où on créait la force actuelle, on n'avait pas dit que c'est 15%. On change la règle du jeu pendant le jeu au profit de celui qui change la règle du jeu. C'est ça l'obstacle. Et tout ce qu'on vous dit, que tel aussi, tel n'aura pas, c'est faux. Les seules personnes qui peuvent avoir ça, c'est le clan Patrice Talon. Il faut le dire, c'est de la vérité. C'est de la vérité. Donc, le 15% est une discrimination. Ce n'est même pas encore l'exclusion. C'est une discrimination. C'est celui qui est seul capable de prendre les 15%, c'est à lui qu'on a fixé. Et puis, on a berné, par exemple, les démocrates, avec Yahi Boni en tête. On les a bernés comme on berne les petits garçons, les petits bébés. Et c'est là que je ne comprends pas, je n'accepte pas. On ne peut pas faire ce qu'ils ont fait. Je vais vous démontrer pourquoi on les a bernés. Vous vous souvenez que Patrice Talon, au cours d'une séance au palais, il avait reçu le Parti démocrate, conduit par Yahi Boni en personne. Donc, ce n'est pas que Yahi Boni était à la maison et ses sous-fifs sont allés et sont venus le rendre compte. Yahi est assis. Et Patrice Talon disait à Yahi Boni, écoutez, j'ai appris que vous voulez prendre des initiatives au Parlement pour modifier le code électoral. Je vous demande, je vous dis de ne pas le faire. J'ai appris que vous voulez diminuer, vous voulez enlever, réduire tel pourcentage et autres là. Et Patrice Talon est allé jusqu'à dire ceci. Mais si vous ramenez ça à 5%, vous voulez ramener à 5%, à 1% ou à 5%, mais je vous dis, votre parti, les démocrates, sera cassé. Vous aurez démocrate 1, démocrate 2, démocrate 3. Parce que si vous le faisiez,
Vous donnez la possibilité à des gens, une fois qu'ils ne seront pas positionnés, de pouvoir aller ailleurs. Non. Si vous faites les choses qui vont fragiliser, qui vont mettre en cause le régime, la réforme actuelle, qui vont fragiliser les partis politiques, je ne vous soutiendrai pas. Mais si vous faites des choses qui vont renforcer les partis politiques, de manière à ce qu'il y ait de gros partis politiques, au besoin même absorber les autres partis, mais moi je vais vous soutenir. Le Patrice Talon va plus loin ici. Et nous pourrons dire que c'est l'héritage que nous avons laissé. Je regardais le visage de Yahi Boni, qui buvait, et je voyais un peu de gêne d'autres personnes que je ne veux pas dire, qui voyaient aussi leur destin, leur ambition politique complètement risquée. Je regardais, je voulais voir. Mais je ne voulais pas croire que Yahi Boni et les démocrates peuvent tomber dans ce piège. Mais lorsque j'ai vu plus tard, Nouré Nouachadé introduit hors délai, hors procédure parlementaire et hors délai, et frauduleusement, je le dis. J'ai été député pour 5 mandats, j'ai été membre de la conférence des présidents, j'ai été président de groupe parlementaire, et je sais de quoi je parle. C'est hors procédure, la proposition de révision, de modification du code électoral de Nouré Nouachadé est hors procédure, hors délai et frauduleuse. Donc, personne ne peut, d'abord, politiquement, c'est une stratégie extrêmement bête. On n'utilise pas, on ne marche pas sur les traces, sur les pistes ouvertes par l'adversaire. L'adversaire ne peut pas ouvrir des pistes, vous allez marcher dedans. C'est le b.a.-ba de stratégie. Mais lorsqu'ils ont fait ça, j'ai mis ça en lecture avec ce que Talon avait recommandé. Et j'ai compris qu'il y a un accord secret qui permettrait à Yahi Boni et le parti Les Démocrates d'avoir le monopole de l'opposition, tout comme Patrice Talon a le monopole de la mouvance. Et ils ont été attirés dans le trou par cette offre alléchante, en oubliant que dans aucun pays du monde et dans aucun traité ou mécanisme règle de la nature, le prédateur ne peut conseiller utilement pour la proie, la stratégie assure pas la proie. Or, dans ce schéma, Patrice Talon est le prédateur des libertés. Et les autres se mettent dans une position entre griffes de défenseurs des libertés. Mais ils suivent la proposition de Talon. Que s'est-il passé? À l'Assemblée nationale, on a accepté leur proposition malgré que ce soit hors délai, hors procédure. Pour ceux qui ne connaissent pas la procédure parlementaire, je vous dis, chaque session parlementaire extraordinaire est convoquée sur un ordre du jour précis, donc qui ne peut plus changer. Aucun événement ne peut amener un parlement à changer l'ordre du jour d'une session extraordinaire. Or, devant tout le peuple, Flavonou a accepté la proposition de Nourenou. Cette proposition a été affectée à la commission des lois. La commission des lois l'a acceptée. La commission des lois l'a étudiée et a eu l'outrecuidance de l'annoncer dans le rapport devant introduire le débat parlementaire sur cette question. C'est une hérésie parlementaire législative. Et lorsque les démocrates, Yahi Boni et tout le monde se sont tués sur ça, j'ai compris que ce qui les intéressait, c'était d'absorber les petits partis entre griffes, disent-ils, et d'être maintenant le concurrent vis-à-vis de la mouvance. C'est ce que j'ai dénoncé en disant, il faut éviter le duel Patrice Talon, Yahi Boni, qui en réalité est sorti du cadre de duel politique. Parce que Talon lui-même a dit, ce qui m'oppose à Yahi Boni n'est pas politique. Et Talon allait jusqu'à dire, nous allons nous traîner devant Atchakodji. Comme quoi, nos rois quittent maintenant le palais, quittent Adjalalassa et traînent sous Atchakodji. Donc, l'espace de la vulgarité, de comédie, de plaisanterie. Et il a dit, nous irons à Atchakodji en débattre, parce que ce n'est pas politique. Oui, chers amis journalistes, ce qui oppose Yahi Boni à Patrice Talon n'est plus politique. Les deux sont dans un schéma affairiste au sommet de l'État. Et ce duel intéresse beaucoup Yahi Boni
et autres là. Mais voilà que le piège se referme sur eux. Pourquoi? Vous allez voir un homme qui est au Parlement, que je connaissais, avec qui j'ai fait un chemin en politique, M. Aranvoye Bla. Moi, je donnerai le nom de chacun, hein, parce que ce que je dis est argumenté. Aranvoye Bla dit ceci. Mais parce que vous n'avez pas voté la révision, la proposition de révision de loi de Seibou, vous allez regretter. Et il menaçait une représaille. Et il dit, au cours d'une émission, je l'ai suivi avec indignation, il dit, celui qui peut plus. Mais c'est faux. Ça ne se passe nulle part. Vous est tori. Donc un peu fond. Et chez les fonds, on dit, qui ne peut pas soulever le canari, ne peut pas soulever la jarre. Et ma césé zéa et nos égbéa. Alors ma césé zéa nos égbéa. Celui qui ne veut pas soulever le canari ne peut pas soulever la jarre. Mais voilà que devant tout le monde, Aranvoye Bla dit ceci. Moi, Aranvoye Bla, qui peut plus. Parce que les démocrates ont dit qu'ils peuvent passer de 10% à 5%. Nous pensons qu'ils peuvent passer de 10% à 15%. Et ils fixent 15%. C'est lorsque les 15%, la bataille sur les 15% a été, et que ça a été une réalité, que le parti, les démocrates et Yahya Boni se réveille pour dire, mais écoutez, non, on ne peut pas aller aux élections dans ces conditions. Voilà ce qui s'est passé, madame. Ça, lui ne peut se prévaloir de sa propre stupitude. On nous a tous appris que sous l'appât fumant, le rôle du stratège est de voir que sous l'appât fumant, il peut y avoir un hameçon. Tout stratège qui est meneur d'hommes doit savoir que lorsqu'il y a quelque chose qui est fumant, qui est alléchant, on ne va pas avec la main. On reste de loin, on jette pour voir. On ne teste pas la profondeur d'un coup d'eau avec les deux pieds. C'est avec un bâton. Mais voilà ces messieurs, ils ont cru que, en disant 5%, eux, ils peuvent s'accommoder de ça. En mordant l'hameçon de Patrice Talon, il peut être le gros parti de l'opposition, le monopole de l'opposition, et puis tout va. Non, le pied se referme. Aujourd'hui, en dehors de ça, ils auront l'obstacle de 20%, et en dehors de l'obstacle de 20%, ils auront l'obstacle de 3/5. Et ce n'est pas fini. L'ingénierie électorale de la rupture n'est pas dans leurs mains. Tant sur l'organisation, le déroulement, la délibération et le contentieux. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Donc, madame, vous voyez pourquoi la question de l'obstacle sur le parrainage est une question fondamentale qui pose 3 conditions graves. La question de la discrimination, la question de la disqualification et la question de l'exclusion. C'est comme des gens qui veulent jouer au football et qui disent, si vous voulez marquer un but, si vous voulez leur marquer un but, ils vont déplacer le poteau et confisquer le poteau. S'ils voient que vous voulez les empêcher de confisquer le poteau, ils vont vous dire, vous ne viendrez pas sur le terrain. Et seuls vont jouer, mais prendre la coupe en vos lieux et places. Madame, c'est ça la question fondamentale. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais sur le parrainage, il n'y a pas de chemin. Personne ne peut. Parce que, allez voir les lexiques de doctrine politique sur le parrainage. Et prenez la notion même de parrainage du point de vue moral. On parraine un enfant. On parraine un novice. D'accord? Et l'acte de parrainage est un acte qui dit que je suis celui-là. Je vous dis, moi, je le prends, je le porte. Je suis son garant. Alors, aujourd'hui, là, qui va garantir un seul candidat face à Patrice Talon? Vous ne voyez pas quelque chose qui se passe? Alors, nous parlons. Qui peut dire
dans le camp Patrice Talon, je suis candidat, sans se voir s'abattre sur lui, tout ce qu'il y a d'indésirable de la part de Patrice Talon. Vous voulez, je vous donne des exemples? Moi, j'ai eu des échos. J'ai eu des échos sur ce qui s'est passé. Hein? Bon, je ne veux même pas tellement venir sur le cas Bokor. Je ne veux pas venir sur le cas Bokor, mais je prends en tant qu'intellectuel, en tant qu'analyste, en tant que quelqu'un qui est formé à la pensée critique, je prends le cas Omeki. Pourquoi quelqu'un dit, moi, voilà mon choix, et à partir de là, on dit, quitte le gouvernement. Est-ce que le fait de dire, voilà mon choix, est une faute gouvernementale? Vous comprenez pourquoi j'ai démissionné? Vous comprenez? Parce qu'au début, moi j'ai vu venir. J'ai vu Patrice Talon au gouvernement. Je l'ai vu en conseil des ministres. J'ai vu son comportement. J'ai vu ses déclarations. J'aurai l'occasion de dire tout ça. Preuve à l'appui. J'ai vu comment il traitait des ministres. Mais c'est impossible. J'ai toujours dit, j'ai eu l'occasion de dire à Patrice Talon une fois, moi je ne suis pas son collaborateur. Nous sommes des partenaires politiques. Et c'est lui le président. S'il veut faire quelque chose, il a l'attitude de faire. Mais c'est ce que je veux faire, dans ce que lui veut faire, que moi je veux faire. Parce que ce que je veux faire doit être conforme à ma conviction, à mon éthique de vie, à la conception que j'ai de moi en tant qu'humain. Éducation, histoire, fierté. Mais si je ne suis pas d'accord, ce n'est pas à moi de m'imposer à lui. Si je ne suis pas d'accord, je m'en vais. C'est tout. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, vous comprenez le danger. Ce qui s'est passé, je vais vous dire quelque chose que vous pouvez écrire, ça va se passer. Vous savez, tout ce qui s'est passé jusqu'à enlever aux députés la possibilité de parrainer, aujourd'hui les députés ne sont plus des parrains. Ils sont... Quoi? Ce sont les partis. Ils ne sont plus des parrains, ils sont porteurs de parrainage, mais l'utilisation est sous le contrôle des partis politiques. Donc il n'y a plus de parrains. Lorsqu'on continue de vous dire, nous avons les députés qui sont des parrains, les maires qui sont des parrains, c'est du faux. Les députés et les maires ont été dépossédés de tout droit de parrainer. Ce droit est confié aux partis politiques et sera utilisé tel que les partis politiques le souhaitent ou ça s'annule. Lorsqu'un député ne veut pas utiliser son parrainage dans les conditions que voudra le parti politique, ce droit s'annule. Il ne peut plus l'utiliser. Donc aujourd'hui, leur propre loi est violée devant nous tous, que le député n'est plus parrain, c'est les partis politiques qui sont parrains. Et c'est là, il y a combien de partis politiques qui ont des parrains? C'est là, nous sommes dans ce qu'on appelle la discrimination, la disqualification, et qui finit par l'exclusion, madame. Voilà ce que je peux vous dire. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais je vous ai répondu franchement dans les limites de ce qui peut être soutenu publiquement. Si nous voulons aller dans les limites de ce qui ne peut pas être soutenu publiquement, je peux vous dire des choses et vous sortez d'ici, vous aurez honte d'être béninois. Parce que vous verrez comment on appelle quelqu'un, on l'insulte, on le menace, on le déshabille par le verbe. Et vous allez voir comment ces personnes ne peuvent rien, consomment, acceptent. Moi non, personne ne peut me faire ça. Parce que je prends ma souveraineté, ma légitimité au sein du peuple. Ma légitimité à moi, je la tire du peuple, de mon éducation, des valeurs, des principes que je défends. Personne ne peut m'arracher cela par les privilèges du pouvoir, quelques strapontins ou par des démonstrations. Et puis il y a autre chose, hein. C'est pas parce qu'on est élu président qu'on est encyclopédiste. Pas du tout. Les Grecs ont réglé cette question. C'est pas parce que Patrice Talon est élu président qu'il devient l'Aristote du Bénin. Non, pas du tout. La preuve, s'il était si aristotélicien, il n'allait pas mettre des statues, aller faire photo devant, et quelques jours après, alors que j'ai dit que ce n'est pas là, on déplace la statue, on remet ça à un carrefour, le statut va encore quitter là. Soit par lui-même, soit nous, on va enlever ça de là.
C'est une aliénation identitaire, une escroquerie touristique et un non-sens historique. Voilà, j'ai répondu à votre question en débordant un peu sur des choses. S'il y a d'autres questions, voilà. 2016 au Bénin, au vu de ce code électoral et de tout ce que vous venez de dire, de démontrer, peut-on aller aux élections face à Patrice Talon, où son appareil, son système est gagné? J'imagine votre réponse parce que dans vos sorties précédentes, vous avez déjà à peu près répondu. Mais alors, comme le dit votre thème, il est impossible de gagner les élections générales de 2026 avec ce code électoral. Alors, qu'est-ce que vous préconisez aux Béninois, aux acteurs politiques béninois et aux Béninois en général? Vous savez, en 2020, j'ai écrit une déclaration au nom de la résistance nationale, en tant que coordonnateur national de la résistance nationale. J'ai écrit une déclaration que j'ai publiée le 9 juillet 2020 sur ma page Facebook. Le président Soglo a lu la déclaration. Une fois qu'il a lu cette déclaration, il m'a appelé. Il m'a dit, monsieur Azanaï, et je voudrais vous offrir une bouteille de champagne. J'ai dit, bon, je bois pas, je bois plus. Je buvais quand j'étais jeune, mais je bois pas. Je n'ai plus de ces délices, c'est fini. Et il m'a félicité et il m'a dit, il faut élever cette déclaration au rang de manifeste de la résistance. Donc, de simple déclaration, Nicéphore Soglo demande d'élever ça au statut de manifeste. Qu'est-ce qui était dedans? Il était dedans ceci. Je me rappelle. Il n'est pas bon de commander au dictateur l'autorisation pour aller aux élections contre lui. Il n'est pas bon de ne réagir qu'au segment de lutte ouvert par le dictateur. Et il n'est pas bon de croire qu'il faut candidater contre un dictateur efficacement avec les lois du dictateur, les structures du dictateur. Et plus loin, j'ai écrit dedans. Est-ce que tous les dégâts provoqués par Patrice Talon, est-ce qu'on a déjà réglé ça? Les lois liberticides, les assassinats, les tueries, les exilés, tout ce qui est fait. Est-ce que nous avons réglé ça? Où est-ce que nous avons réglé ça pour que vous prétendiez aller aux élections avec lui? Et j'ai dit dedans, ceux qui dans de telles conditions décident d'aller aux élections avec un dictateur sont des gens de trois catégories. Soit c'est des naïfs qui ne comprennent rien à la politique. On peut concevoir qu'on est naïf, qu'on ne connaît pas. On peut pécher par ignorance. On peut fauter par ignorance. Ça se comprend, ça se corrige. Il y a ces cas-là. Mais les deux autres cas, soit c'est des complices, soit c'est des gens perfides, mafieux, plus cruels que le dictateur. Et j'ai dit que ces trois types d'individus, quel est leur sort? Leur sort, c'est soit la prison, soit l'exil, soit le cimetière, ou soit la résignation, l'abdication. Est-ce que ça a raté? Je suis allé jusqu'à dire, lorsque quelqu'un dit qu'il veut combattre un dictateur avec les lois du dictateur dans de telles conditions, la personne devient une personne dangereuse, un traître. D'autres m'ont retoqué. Nous étions en 2020 pour dire que oui, ils peuvent acheter le parrainage. Vous avez entendu ça? On peut acheter le parrainage. J'ai dit c'est des mafieux. Comment acheter le parrainage auprès des gens du dictateur pour aller aux élections contre le dictateur? Vous ne gagnerez pas. Et tous ceux qui vont vous vendre ce parrainage, ils seront bousillés. La politique, ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas un jeu de la maternelle. J'ai dit à ces messieurs, vous ne pouvez pas. J'étais tellement déçu, découragé, à la limite de l'énervement, lorsque j'ai vu toutes ces personnes dire qu'ils vont être candidats
en duo, qui cherchent le parrainage, qui l'achètent le parrainage, qui négocient le parrainage. Alors que toutes ces personnes, dans le cadre de la résistance, on disait non. Et chaque fois qu'ils faisaient ces cachotteries, il se trouvait des gens qui le supportent pour dire non, c'est Azanaï qui est le plan B. C'est Azanaï qui est le bad boy. C'est Azanaï qui ne veut pas. Mais non, moi je suis l'ancien. Je suis ancien en politique. Je suis ancien en stratégie, en capacité de descendre, de déstabiliser un pouvoir public et de lui prendre le pouvoir. J'ai des étoffes, j'ai des étoiles, j'ai des faits d'âme. Soglo peut en témoigner. Yahi peut en témoigner. Patrice Talon, lui, même s'il ne fait pas le témoignage, le peuple est au courant. Je dis, on ne fait pas. Mon cher ami, avancez. Où est-ce qu'ils sont? Où est Ivo? Parce que c'est l'heure de vérité. Je compatis à ce qui leur arrive. Je suis en train de faire le combat le plus pur pour qu'ils sortent. Mais posons-nous la question. Où est Ivo avec son Dieu? Où est Rekia Madougou avec les parrainages achetés auprès ou à troquer auprès de Souwi et consorts? Elle est où? Posons-nous la question. Disons la vérité. Nous allons les sauver. Nous allons faire le combat qu'ils sortent. Mais disons la vérité pour que les jeunes ne reprennent pas des bêtises de ce genre. Un dictateur. Face à un dictateur, c'est le peuple. J'ai dit à tous ces messieurs, on ne combat pas un dictateur de face. Il vous brise les côtes. Il vous éreinte. Nous venons de voir un cas. Par miracle, des gens sont sortis au Sénégal. Mais après quelle tribulation? Ça ne se fait pas. Il est enseigné dans toutes les écoles de stratégie, qui courent les livres de stratégie. Lorsqu'on a un dictateur, c'est le peuple qu'on prend, qu'on intercale entre le dictateur et soi. Et la stratégie pour interposer le peuple entre soi et le dictateur existe. Ce n'est pas à moi de leur enseigner ça. Personne n'aime. Georges Guédou disait, la politique n'est pas un club de rééducation d'adultes lorsqu'on est au sommet de l'État. C'est de l'immédiatement consommable. C'est ça la question de fond. Qui peut aller aux élections dans ces conditions? Moi, j'ai répondu à la question en 2020. Certains sont allés jusqu'à me dire, oui, c'est parce qu'il n'a pas l'argent et que... C'est avec l'argent qu'on prend le pouvoir. Le jeune président sénégalais, il a 3 millions ou plus dans son compte. Il est endetté sur d'autres millions. Il est président. La plupart des grands présidents, meneurs de foule, meneurs d'hommes, qui sont arrivés à la victoire, ils n'ont rien. Parce que généralement, ceux qui amassent de l'argent, qui pensent que la politique est argent, ils ne progressent pas. Gbagbo n'avait rien. Fidel Castro n'avait rien. Je connais son histoire. À peine il était en licence. Et plus loin, Lénine, il était en 2e année. Quand il a fui de la Russie pour aller en Finlande. En sortant de la prison. Il n'avait rien. Combien avait Nelson Mandela quand il faisait la lutte? Non. C'est la capacité, votre capacité de pouvoir vous mettre dans les valeurs et les principes et de vivre la sincérité de ce que vous défendez. Alors, nos amis qu'on a retrouvés dans les prisons en exil, est-ce qu'ils ont vécu la sincérité de ce qu'ils professent? Non. Parce qu'ils auraient vécu la sincérité que personne parmi eux ne serait candidat. Dès lors que la Cour internationale africaine des droits de l'homme du peuple a dit, en tant que juridiction supranationale, ces réformes ne sont rien, cette révision de la Constitution ne vaut rien, et toute élection organisée sur elle vaut 0 et nul. C'est fini. Il faut croire au peuple et aux valeurs. Vous avez l'exemple avec Sonko Listier. Je ne sais pas ce qu'ils feront demain, mais voilà des gens qui ont cru au peuple, en le peuple et en leurs valeurs jusqu'au bout. Élection 2026, c'est du zéro. Quiconque va à cette élection sera battu à plate couture par la supercherie démocratique. Parce que tout est là. Lorsque vous voyez ce Saïd Dorothée, lorsque vous le voyez, dit que le code est conforme à la Constitution en tous ses points. Il était rapporteur, il était président. Affaire close. Et tout le monde dit, nous sommes légalistes, ce n'est pas bon, mais nous irons. Moi, je ne suis pas légaliste à ce point.
Je suis constitutionnaliste. Je ne suis pas légaliste des lois tordues. C'est des lois de fait, c'est des situations de fait, et il faut recourir au génie du peuple pour inverser ce rapport, pour inverser cet ordre. Parce que c'est abject. Tout ce qui est légal n'est pas légitime. Et la légalité qui est illégitime, ne s'impose pas à tout le monde. Cette légalité illégitime appelle la résistance populaire. Lorsqu'une légalité est illégitime, elle appelle automatiquement la résistance lorsqu'elle enfreint aux principes et aux valeurs universelles. La loi, ce n'est pas la loi du dictateur. Non. La loi, c'est la loi reconnue et enfermée dans les valeurs et les principes. La Cour constitutionnelle peut se tromper. On a vu plusieurs coups. Vous qui couvrez beaucoup d'événements électoraux, vous avez vu des coups en Afrique qui ont dit et qui se sont dédits et qui ont continué et qui ont été balayés et avec leurs protecteurs. Alpha Condé a été balayé avec tout cela. Récemment, celui qui a fait venir des gendarmes pour sortir les gens du Parlement, il est où maintenant? C'est lui qui fait des litanies d'apaisement aujourd'hui. Lui aujourd'hui, il cite comment on peut apaiser, comment il est ci, comment il est ça. J'attends ce que les deux jeunes là vont faire. Donc, vous comprenez qu'il n'est pas possible de dire qu'on va aux élections dans ces conditions. Même au niveau de l'UP et du BR, je l'ai démontré quand j'étais avec les femmes il y a quelques jours, le 21. Prenez le BR. Ils ne peuvent rien faire. Ce qu'ils disent primaire, c'est truqué d'avance. Prenez l'UP. L'UP aussi ne peut rien. J'ai dit il y a le 21, j'ai dit le silence, votre silence ne vous sera d'aucune utilité. Vous qui vivez ces choses, qui gardez le silence, ça ne vous sera d'aucune utilité, d'aucun secours. C'est maintenant qu'il faut parler. C'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant qu'il faut quitter. C'est maintenant. Et aujourd'hui, je célèbre, je remets, j'invite la capacité de démissionner, la beauté et la vertu, la puissance qu'a une démission. C'est aujourd'hui qu'il doit y avoir des démissions collectives de ces formations. C'est ça. Ils ne peuvent rien. Je ne sais pas si j'ai répondu. À la dernière question que vous avez évoquée, vous dites comment faire? Que faire? Écoutez, le que faire, je sais le que faire. Mais le que faire ici étant très stratégique, il me sera difficile de dire exactement, détail pour détail, ce qu'il faut faire. Mais la seule chose qu'il faut faire, c'est c'est de quitter d'abord. Il faut que les gens quittent massivement l'UP, les gens quittent massivement le BR, les gens quittent massivement les démocrates. Parce que le cas des démocrates, les gens doivent savoir que Yahi les mène dans un gouffre. Vous voyez, quand Yahi a fini, quand les démocrates ils ont fini, quand ils ont joué à tout le jeu, et quand les autres leur ont montré ce qu'est la politique, ils disent maintenant, les rois n'ont qu'à venir au secours. Quand ils voulaient faire la modification de Nourine, ils ont vu les rois. Est-ce qu'ils n'étaient pas contents que les autres partis les rejoignent? Moi, j'ai vu ces messieurs, quand j'ai vu Rumpé avec FCBE aller s'asseoir à leur côté, j'ai beaucoup rire. Ce n'est pas comme ça qu'on fait la politique. Ils ne peuvent pas aller s'asseoir comme ça. Ils doivent expliquer au peuple pourquoi ils sont obligés de s'asseoir comme ça. Lorsqu'on s'est comporté comme ils se sont comportés, il faut trois choses. Le règlement moral, le solde social et l'entente politique. Et toutes ces trois choses-là doivent faire l'objet de documents présentés aux populations. Les populations ne sont pas des gens qu'on va emballer, déballer au gré des intérêts. Si par exemple, lorsqu'on a fait le code, si on avait mis ça au 5%, les démocrates n'avaient pas réagi. Puisqu'ils avaient demandé 5%. Et alors, les autres partis, tous les autres partis, lorsque la Constitution dit que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage, autrement dit, tout parti politique doit concourir à l'expression du suffrage. Aucune disposition ne peut les exclure, ni les discriminer, ni les disqualifier. La loi peut être falsifiée, votée de toutes les manières. Cette loi s'arrangera pour qu'aucun parti politique ne soit exclu de la compétition du suffrage. Puisque c'est ça, les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Point.
avant de dire la loi fixe les conditions. Donc la loi doit fixer les conditions sans les exclure, sans les discriminer, sans les disqualifier. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous leviez le oui. Vous avez tout de même dit que face à un tel schéma, il faut une interposition du peuple entre le dictateur et ceux qui le condamnent. Alors, et vous avez donné le cas du Sénégal. On répond à ceux qui donnent cette réponse que le peuple sénégalais n'est pas le peuple sénégalais. On met souvent en cause face à des recettes du genre le type de peuple que nous avons, un peuple, passez-moi l'expression, receleur, un peuple qui ne vit que de ce qu'on peut aller, il ne demande pas la nature de ce qu'on lui amène, c'est l'argent, rien que l'argent. Il n'y a que ça qui détermine le peuple. Qu'est-ce que vous répondez? Non, je ne suis pas d'accord. Vous savez, tous les peuples sont les mêmes. Je suis tellement contre les gens qui disent que le peuple sénégalais, le peuple français, le peuple chinois, tous les peuples sont les mêmes. Je vais en Chine pour vous dire. Qu'est-ce qui a fait échouer l'attaque de la place de Tiananmen? Qu'est-ce qui a fait échouer ça? Et qu'est-ce qui a fait qu'en Serbie, le soulèvement populaire serbe a triomphé de Milosevic et consort? C'est le type, c'est l'organisation. Je ne veux pas aller très loin dans l'histoire pour aller vers Henri David Thoreau. Je ne veux pas aller vers l'autre que je suis en train d'oublier le nom. Mais il y a tellement d'auteurs qui ont parlé de comment organiser une résistance pacifique, même lorsqu'on est esselé sans aucun moyen. C'est l'organisation. La plainte Tiananmen, il n'y avait pas une organisation derrière. Lorsque le pouvoir chinois l'a maté, c'est fini. Vous avez entendu encore de soulèvement? C'est fini. C'est fini. Oh, avec les Serbes, est-ce qu'ils n'ont pas gagné? C'est la technique. C'est la manière de faire. Et quand vous voyez ceux qui sont aujourd'hui au Bénin, qui font face à Patrice Talon, ils ont un faible, comme vous venez de dire, ce n'est pas le peuple. C'est des hommes politiques qui sont receleurs de traite politique, de prébende politique. Ce n'est pas le peuple. C'est les hommes politiques. Vous savez ce qu'on a dit de moi? Quand j'ai démissionné, c'était dit, il ne sera plus jamais riche. Moi, je vais trouver cette place-là et je vais laisser. Des gens m'ont dit ça. Certains même disent qu'ils ne croient pas. Parce que mais comment on peut arriver à ce niveau-là et dire au nom des principes, on laisse? Mais je regarde comment les Sonko, les Bassirou et autres là ont accepté tout et sont arrivés à ce résultat. J'ai même eu des jeunes avec moi que je formais, mais qui, devant le côté alléchant de l'argent, de tout ça, sont partis. C'est des gâchis. C'est des gâchis. C'est l'organisation. L'organisation du peuple se fait avec un seul discours. Lorsque le discours devient pluriel, le peuple se perd. C'est dans nos maisons. Demandez à madame, demandez aux dames qui sont ici. Quand papa dit A, maman dit B, les enfants deviennent délinquants. Il n'y a rien à faire. Ces enfants vont devenir délinquants. Quand papa dit, premièrement, A, maman, avec toute sa puissance, doit baisser la garde devant l'enfant. Et dit A, petit va faire A. Le petit va faire A. Quand elle sera en chambre, dans la chambre avec papa, elle va dire, mais papa, c'était pas bon. Mais comment on va rattraper? Et ensemble, on envoie quelqu'un d'autre aller rattraper. C'est ça. Mais si jamais, au moment où papa disait A, maman disait B, c'est foutu. C'est la même chose pour le peuple. Lorsque moi, en tant que leader, je disais voilà ce qu'il va faire, qu'est-ce que disait Yahi Boni? Quand moi je disais voilà ce qu'on va faire, qu'est-ce que disait Aïvo? Quand je disais voilà ce qu'on va faire, qu'est-ce que disait Ruki Amadou? Qu'est-ce que disait Koudé? Qu'est-ce que disait chacun? Et ça, le peuple, dont chaque composante se retrouvait derrière chaque leader, est perdu. Ce peuple ne sait plus ce qu'il va faire. Ce peuple attend. Il ne faut jamais dire que c'est ce peuple qui est le mal. Le mal, c'est nous, les leaders. Nous devons arriver à nous entendre. La preuve,
Koudé Valentin était questeur. Toutes les réformes de Patrice Talon à l'Assemblée nationale, il a voté tout. Il a voté tout. Ce Koudé-là, c'est lui qui est devenu le président du Front pour la restauration de la démocratie. Et chose curieuse, le parti Les Démocrates, qui était contre, se met dans ce front. Joël Aïvo, qui combattait, se met dans ce front. Dirigé par quelqu'un qui a voté toutes les réformes de Patrice Talon. Vous condamnez quel peuple? Ce n'est pas le peuple. Et les leaders comme moi, nous qui avons dit, mais ce n'est pas possible, faites une clarification. Koudé doit faire une déclaration de démarcation officielle pour pouvoir situer le peuple. On dit non, 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 non. Il dit ça parce qu'il est plan B de Talon. Des bêtises de ce genre. Ça amène où? Koudé est où maintenant? Il est où? Pendant qu'il est là, les autres sont où? Et je vais suivre ça là. Moi? Oh. C'est pour ça qu'on me peint en noir en tout. Non. Nous sommes restés constants, obstinés, permanents, parce que nous savons que tôt ou tard, tout le monde découvrira où on va. Parce que ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Regardez, aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose qui va vous faire marrer. Non, qui va faire mal. Regardez la position de Koundé. Regardez sa position dans ce système. Et lisez les déclarations et les comportements par rapport à comment les démocrates voulaient être positionnés, c'est-à-dire voulaient être candidats au sein du Front. Et quand le Front n'a pas choisi le candidat des démocrates et a préféré Aïvo et Moïse Kérékou, les démocrates ont quitté le Front pour aller où? Pour aller être candidats. Mais lorsque les démocrates sont candidats, est-ce qu'ils ont choisi Koundé? Non. Ils ont choisi Rekia et Djibo. Vous voyez ce Koundé là? Vous voyez son discours aujourd'hui. Son discours. Croyez-vous que si Aïvo et Rokia Madougou étaient amnistiés et libres, vous croyez que beaucoup seront heureux dans les démocrates par rapport à leur ambition, à leur avenir politique, par rapport à 2026? Ne voyez-vous pas avec quel empressement ces personnes disent non, 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 le code est comme ça, mais nous irons aux élections 2026, nous allons gagner, et on va libérer Aïvo, on va libérer Rokia. Mon œil, ils ne gagneront rien. Vous savez, le cynisme et la froideur avec lesquels les gens s'amusent avec le sort des exilés, la condition carcérale des détenus, les victimes, comment on spécule, on vend ça comme de la matière politique de spéculation, c'est triste. Il faut que les gens sortent de ce schéma. Les gens doivent sortir de ce schéma. Moi, mon discours sera un discours franc, direct. Ce n'est pas un discours vindicatif, je ne suis contre personne. Mais je suis prêt que, lorsque nous voulons parler du peuple et de l'intérêt général, nous devons être francs sur les principes et les valeurs. Être constants. C'est cette constante qui va déstabiliser Talon. Vous savez, le cynisme et la froideur avec lesquels les gens s'amusent avec le sort des exilés, la condition carcérale des détenus, les victimes, comment on spécule, on vend ça comme de la matière politique de spéculation, c'est triste. Il faut que les gens sortent de ce schéma. Les gens doivent sortir de ce schéma. Moi, mon discours sera un discours franc, direct. Ce n'est pas un discours vindicatif, je ne suis contre personne. Mais je suis prêt que, lorsque nous voulons parler du peuple et de l'intérêt général, nous devons être francs sur les principes et les valeurs. Être constants. C'est cette constante qui va déstabiliser Talon. Parce que Talon, je vous le dis, ne peut faire aucun combat de principes et de valeurs. Il peut pas, il n'est pas apte pour faire les combats de principes et de valeurs. Il a une large inaptitude qu'il ne peut même pas combler. Même si on lui donnait 50 ans, il ne peut pas combler ce déficit. Parce que, regardez, vous voulez aller à une compétition électorale en 2026
Et ce qui vous intéresse, c'est de prendre les lois et de dire pourcentage de tel peut avoir. Mettons ça comme ça. Lui, il quitte là. Bon, quand lui, il a quitté là, pourcentage de tel, il peut avoir comme ça. Avançons à 20% dans la circonscription. Et pourcentage de tel, lui, il ne peut pas. Mettons 3/5. Et on attend. Là, ils attendent. C'est pas fini. Ils attendent. Parce que tout ce qu'ils veulent faire, ils n'ont pas encore fait. Ils n'ont encore rien fait. Parce qu'il y a un dossier qui est dans les mains de Vlavonou. Et que Vlavonou annonce. Et que les gens font semblant comme si... Quoi? Complète du système. La refonte complète du système. C'est là. Ça veut dire que les fondamentaux de la République vont changer. Dixit Vlavonou. C'est Vlavonou qui dit, c'est pas moi qui parle. Les fondamentaux de la République, des institutions, et le visage de la République va changer. Ça veut dire que nous ne serons plus dans ce système politique. Nous passerons d'un système actuel à un autre système. Mais par quelle personne? Des gens qui n'ont aucune légitimité, qui ne viennent d'aucune source légitime. Puisque tous ceux qui parlent, avant Blanc y compris, ils tirent leur légitimité de l'exclusion de 2019. Aucun d'eux n'a une légitimité. Et des gens illégitimes disent qu'ils font des lois et des règles pour les autres, c'est du faux. Il faut aller casser leur légitimité. Et c'est ça que les démocrates ne comprennent pas. En pensant que eux, démocrates, seuls, ils seront sauvés. Si les démocrates sont sauvés, tout le reste est sauvé. J'ai dit dans une publication, tout ce qui n'exclut pas les démocrates est inclusif. C'est une bêtise, c'est un piège. Parce que les démocrates oublient quelque chose. Je ne sais pas si c'est l'ancien président, vice-président des États-Unis sous... Non, c'est pas Clinton. Là, quelqu'un qui était avec Clinton. Al Gore. Merci beaucoup, M. Boudou. C'est lui qui disait, nous sommes tous sauvés ou nous coulons tous. Sur la question du climat et de la nature, soit nous nous sauvons tous, soit nous coulons tous. Il n'y a pas quelqu'un qui va vivre et l'autre va mourir. C'est ce que le groupe IAI ne comprend pas depuis le début. Depuis le début. Au moment où je disais, le 9 février 2019, tuons nos logos, tuons nos égos. J'ai dit, face à ce système, la seule issue pour nous, c'est de tuer nos logos, tuer nos égos. Nous devons les tuer. Et c'est d'actualité. C'est d'actualité. Regardez comment des gens secrètement ont négocié jusqu'à négocier FCBE. On leur a lâché FCBE, sachant pertinemment que ce n'est pas croquable. Excusez-moi un petit peu de choses là. On l'a empoisonné, ça on leur a donné. Mais ils feront quoi avec? Ils feront quoi avec des gens qui ont goûté déjà à la candidature marionnettiste, les candidats Humpe, les candidats Kowe, les candidats qui là? C'est qui encore? Les candidats à Gossa, les candidats qui encore? Djemba. C'est ça les candidatures crédibles en démocratie. Candidature crédible. Vous n'avez pas vu comment Talon il s'est amusé de ça et puis on dit il est élu avec 60 quelques %. Malgré ça là, il n'a pas eu 90% ou 100%. Malgré ça, 60 quelques. Non, mon cher ami, il n'y a rien là. Aucune perspective. La seule perspective, c'est ce que je suis en train de leur dire. C'est le peuple. C'est le peuple qui est la solution. Partout, c'est le peuple. C'est le peuple. Pourquoi? Parce que la démocratie repose sur 3 choses, comme je l'ai démontré la dernière fois. Contrairement à ce qu'on dit, les Grecs ont réglé cette question de la démocratie. Quand on parle de démocratie, non. Les Grecs, quand ils ont posé la démocratie, ils l'ont critiquée, ils l'ont agencée, ils l'ont améliorée à leur niveau. On ne peut pas faire de démocratie sans consensus, sans confiance publique. L'homme politique doit être un homme crédible. Il y a ce qu'on appelle la confiance publique. Si vous n'avez pas la confiance publique, on vous sort. Ce n'est pas que le monde sera sans un mal. Le monde va avec le mal.
Mais lorsque vous êtes auteur d'un mal, on vous sort. Parce que le principe de la cité n'est pas le principe du mal, du vice. La cité ne peut pas se constituer sur du vice. Et personne ne peut laisser Patrice Talon faire ce qu'il est en train de faire. Personne ne peut laisser la rupture faire ce que la rupture est en train de faire. Prenez la Cour constitutionnelle. D'abord, sa composition est viciée. Sa composition est viciée. Comment une cour comprend en son sein, il y a un homme d'affaires qui gère le coton avec le chose là. Et il est dans la cour. Il a quelle liberté? On découvre, on dit choses là. Des désordres comme ça. D'autres qui ont eu d'autres aventures avec ci, ça. D'autres qui ont fait ci. Et c'est ça qui va dire quelle constitution. Quelle constitution? Et tout le monde est là, on dit, quel peuple? Notre peuple. Écoutez, monsieur Amassé. J'ai eu la chance à Lyon de visiter, sur près de 2-3 ans, les archives coloniales. Ce qui a été dit sur le Dahomey, compris ici de l'océan jusqu'au Niger, jusqu'à Dosso. Le Dahomey d'avant, c'était jusque là-bas. Vous allez voir. Le colon même a dit, c'est un peuple de rebelles. On ne peut pas dire aujourd'hui que les Sénégalais sont... Non, nous sommes en avance sur les Sénégalais. Nous sommes très en avance sur les Sénégalais, du point de vue de l'histoire. Prenez n'importe quelle région de ce Dahomey, que malheureusement on a appelé, par ignorance, par jalousie, par régionalisme, par complexe ethno-régionaliste, on a baptisé Bénin. En oubliant que le nom Bénin, c'est le royaume du Bénin, Benin City. Dont le noyau, c'est le groupe Oyo, Yoruba, qui a soumis le groupe Fon en esclavage pendant 9 générations, s'il vous plaît. Et c'est le nom là, de ce royaume conquérant qui nous a battus pendant 9 générations, c'est ce nom que nous prenons. Au lieu de prendre le Dahomey, qui est un nom de symbole, mémoriel, de bravoure, et on continue. Je sors un peu du cadre pour vous dire. Pas d'Amazo. On importe la statue de Bioguera à Cotonou. Pas l'océan. Je ne veux pas gâcher notre séance, sinon il y a d'autres occasions pour voir. Donc je reviens pour vous dire, le peuple, c'est le déterminant, c'est l'âme fatale. C'est pour ça que le leader, le stratège en chef, son problème, dès qu'il a ciblé le mal dictatorial, il va se plaindre à une seule entité, au peuple. Parce que la souveraineté appartient au peuple. Il faut aller vers le souverain et dire au souverain, voilà souverain, ce que les gens sont en train de faire. Et si vous avez le discours, la matière, la pertinence, la crédibilité pour parler au peuple souverain, le peuple souverain se lève et se met derrière vous. Et c'est ce peuple-là que vous jetez comme bouclier sur le dictateur. Il fuit, Blaise Compaoré. Il va fuir, Blaise Compaoré. Souvenez-vous du 4 mai 2015. Quand ça a commencé, quand j'avais fait les bien préparé, le dictateur Yahi Boni a reculé. Il a eu la complicité de certains hommes politiques qui étaient contre moi, qui étaient jaloux de me voir me prendre le pouvoir. Parce que je disais à 9h du matin, quand la résistance chez moi a commencé à 6h15, à 9h, ma première déclaration, elle dit, le soir, je lui prends le pouvoir. J'étais en mesure de le faire. C'est le peuple. Ce peuple était capable de se dresser partout. Ça se prépare. Ce n'est pas les abeilles de Clibor, mon cher ami. Non. Ce n'est pas les chasseurs de Tchaourou. Non. Ce n'est pas le coup de poing à marcher dans ton pas. Non. Ce n'est pas ça. Le leader ne ferme pas de poing. Vous ne verrez jamais le leader fermer de poing. On va l'arrêter, on va le tuer. C'est le peuple. Une fois que le peuple est bien organisé, ce peuple comprend. Et dès que l'injustice franchit, ce n'est pas le leader qui dit, c'est le peuple. Les Sonko et autres là. C'est le peuple. Ce qui nous a manqué, c'est ça. Entre le 4 mai 2015 oui. et la date du 27 mars 2024, oui. il y a le 2 mai 2019. Oui. Il y a les l'élection présidentielle de 2021. Il est mort. Ouais. Comment faire pour enlever la peur
peuple béninois, puisque c'est un peu ce qui retient par ailleurs le peuple à être, disons, ce bouclier, à être envoyé, comme dit, vers le Mali. Non, mon cher ami, je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. Ce qui est marrant, c'est que ces gens qui ne sont pas formés. Les gens n'ont aucune formation de comment on prend le pouvoir, on déstabilise une puissance publique, on prend le pouvoir. Ils sont des jouisseurs, ils ont été des jouisseurs du pouvoir. Ils n'ont jamais fait le combat pour prendre le pouvoir. Vous savez, ce qui s'est passé les premiers 2 mai 2019, je ne sais pas si je vais le dire, ce n'est pas bon. On ne conduit pas un peu par hasard. Je vous ai parlé de Tiananmen. C'est à peu près une réplique en miniature de Tiananmen. Le leader ne conduit pas le peuple à l'abattoir. Le bon berger ne conduit pas le troupeau vers les meutes du loup. Ça ne se fait pas. Je vais vous dire quelque chose. Vous pouvez l'écrire. Moi, j'ai été piégé ce premier 2 mai. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Si je vous disais ce qui s'est passé, vous tomberez des nues. Je me suis retrouvé comme ça au domicile de Yahya Boni. Parce que j'ai fait des complexes, j'ai baissé ma garde sur des ressentiments, des concessions morales rapides, j'ai baissé ma garde. Ma chance, c'est que j'ai été ministre de la Défense. Et que sur le terrain, immédiatement, avec mes réflexes de prudence, j'ai demandé à mes hommes de me vérifier les dispositifs. Et j'ai eu des informations. Nous étions tombés dans un traquenard. Et ceux qui ont fait ça, je connais, je ne veux pas dire leur nom. Si je dis aujourd'hui, quand vous allez quitter cette émission, c'est ça seul qui sera publié. On ne publiera plus le reste. Mais j'ai quitté là-bas en prenant les sens interdits. Et j'ai été obligé de faire venir 11 de mes hommes, les plus caïds de Cotonou. Les vrais caïds, les vrais hommes de Cotonou, les vrais garçons de Cotonou. C'est 11 qui sont venus m'encadrer pour que je sorte de là. Donc, les premiers 2 mai, les coups de poing au marché dans ton coin. Mais écoutez, c'est ça qui va faire tomber un dictateur. Le 4 mai 2015, vous m'avez vu faire un seul coup de poing. Vous m'avez vu moi? Qu'est-ce que quelqu'un m'a même vu? Personne ne pouvait me voir. J'étais en lieu sûr. Je donnais des ordres. C'est un chef, ça. Mais, attends quoi? Vous avez vu Yahya Boni fermer des poings? Vous avez vu Papa Soglo dedans? Vous avez vu personne, madame, vous avez vu? Mais on n'expose pas le leader, parce que le jour où le leader tombe, la lutte est finie. Comment on enlève la peur au peuple béninois? La peur, le peuple béninois n'a pas peur. C'est les dirigeants corrompus qui ont peur de ce qu'ils ont fait. Est-ce que moi j'ai peur? C'était bon jusqu'à dire, mais écoutez, Azanaï, mais pourquoi on ne l'arrête pas? Nous sommes en pleine lutte. Et ceux avec qui je suis dit, mais il faut qu'on l'arrête. Je peux combattre avec ces personnes? Monsieur Awansé, si je vous disais ce qui s'est passé pour que je me mette aux côtés de ces personnes pour la lutte, vous allez dire non. Appelez Mitokwe. C'est lui qui m'a supplié pour me dire que Madame Soglo Père son âme me demande pardon de venir faire le dernier combat, le combat ultime avec elle. Demandez à Mitokwe, il est vivant. J'ai refusé tout le monde, mais j'ai succombé, j'ai baissé ma garde morale. C'est ça qui me coûte des difficultés aujourd'hui. Notre peuple est un bon peuple qui est au top. Je teste toujours ce peuple. Vous allez voir ces derniers temps, je suis au volant moi-même. Je baisse la vitre, je suis au volant, je dépose mon petit-fils dans sa garderie, je circule, je descends, je teste des choses. Nous avons un très bon peuple, rebelle partout, les Sakwe, les Nago, les Woli. Nous avons un héros Woli qui a oublié, qui a été tué, sa tête déportée en Mauritanie, Toutou, un puissant qui a fait la résistance de Sakété. Très puissant. Voilà là où il faut mettre des monuments pour ces personnes. Nous avons aussi les Sakwe, des résistants. Même Kaba, un grand résistant. Je ne veux pas gâcher la fête en disant Kaba est plus résistant que Biogera. Dites que moi j'ai dit ça. Kaba est plus résistant. Et c'est les archives coloniales. C'est les archives. Quand nous nous amusons avec n'importe quoi, le blanc qui connaît notre histoire, il se moque de nous. Nous avons un peuple magnifique. Donc le problème, ce n'est pas la peur du peuple.
C'est la peur des dirigeants corrompus. Et de ceux qui... Regardez, des gens disent, Aïvo va sortir, Rukia va sortir. Et il passe de 0 francs par mois à près de 4 millions par mois en tant que député. Comment vous voulez que ces personnes ne gardent pas le même discours jusqu'à la fin? On dit à ces personnes, mais pourquoi il y a eu la loi du 19 octobre 2022, loi que j'ai évoquée avec vous l'année passée à la même occasion, loi de suspension de l'exécution des peines. Pas cette loi, Talon a réglé le problème d'Arriva et de choses là. Mais il a mal réglé. Parce que la compromission a voulu qu'on règle comme ça. Puisque la compromission, c'est que si Arriva et Rukia sortent, eux qui sont dans les démocrates, ils ne valent plus. Ils n'ont plus aucun poids électoral pour être candidats. Arriva libre. Et c'est ces personnes-là que vous voyez, pas appeler, qui seront candidats. Rukia libre, c'est ces personnes. Non, mon cher, le peuple n'a pas peur. Le peuple est debout. Et j'attends, madame, regardez le score que le peuple assène aux dictateurs hors les unes. Regardez les scores. Le taux d'abstention. Cela montre que ce peuple est prêt. Il suffit de convertir ce taux d'abstention en gain politique. Et que tous les leaders parlent d'un seul discours, d'une seule voix. Il ne faut pas que le discours aille dans les sens. Vous allez voir, Talon va trembler. Et si des stratèges comme moi, vous savez, il y a quelque chose. Je connais tellement le système Talon. Je connais ses limites psychologiques. Je connais. Nous sommes devant les écrans, je vous dis. Ses limites psychologiques. Sa capacité de repli. C'est-à-dire sa capacité de résistance dans un combat populaire, pur, démocratique. Sans chasseurs de Tchaoulou, sans abeilles. Pas d'autres conneries. On vous dit de faire combat, vous dites à les abeilles de Kélibo vont quitter Kélibo pour venir chasser des conneries comme ça. Des chasseurs qui rentrent à Kadjaoum, dans la rue de Yahi. Chasseurs. On met à Millet, on dit que c'est ça qui va faire chaud là. Et je dis non. On dit que, parce que j'ai dit non, je suis plan B. Et il y a des journalistes, je ne dis pas vous, qui répètent ça. Qui disent ça. Moi, Kandi, ils me connaissent. Voilà. Oh. Notre peuple est prêt. C'est nous les dirigeants qui avons des difficultés à cause de nos passés, à cause de ce que nous attendons, à cause de nos calculs personnels. Madame? Je voudrais revenir sur une petite parenthèse que vous avez évoquée. Vous disiez que vous faites des choses pour que Madougou et Aïvo sortent. Oui. Vous faites quoi concrètement? Est-ce que vous pouvez nous dire? Oui, nous ne pouvons pas tout dire, mais ce que nous faisons, c'est ce que je suis en train de faire devant vous. Vous savez, si moi, on veut me donner, je vais me dire, qu'est-ce qu'il faut faire? J'allais demander à ces personnes, d'abord, de sortir de la tutelle politique de les démocrates. Il faut que le cordon doit être rompu et que ce soit clair. Que les démocrates aient un discours de programme politique. Que Aïvo et Rukia, les aides, ne soient plus un fonds de commerce. Ce n'est pas un programme politique, ça. Ça soit de côté. Deuxièmement, qu'ils acceptent être libres. Parce que qui le veut ou non, le jeu est gâté à l'étape actuelle là. S'ils restent en prison, ils resteront en prison jusqu'à ce que le nouveau président soit élu. C'est ça, non? Et c'est le nouveau président qui va faire qu'ils vont sortir, non? Mais c'est 2 ans, c'est trop. S'il sortait, le nouveau président, s'il vient, il va aussi faire la même chose, non? Ou bien, il va annuler les condamnations, il va annuler tout ça. C'est politique. Pourquoi ils vont rester là? S'ils sortaient, ils peuvent demander à être libres. Ils seront utiles à la lutte et à eux-mêmes, à leur famille. Pourquoi ils vont rester là et des incapables vont toujours les prendre comme des fonds de commerce? Moi, c'est ce que je fais. Je leur fais un discours de vérité. Et il y a beaucoup de choses que je ne cautionne pas. Je ne veux pas dire maintenant. C'est aussi des aides que j'apporte. Ils peuvent dire, ok, la loi, moi je veux sortir. Et ils sortent. S'ils font la loi, le recours à la loi, et que Talon refuse, et que s'ils rompaient avec les autres, moi je peux savoir ce qu'ils veulent faire. Mais je ne peux pas être plus royaliste que le roi. Vous dites que les démocrates, c'est eux qui vous défendent. Et les démocrates, vous commercialisez bien. C'est leur compte de commerce. Qu'est-ce que moi j'irai faire dedans? Au moment où je vous disais de ne pas être candidat, les démocrates ont dit, soyez candidat. Au moment où je disais, si vous êtes candidat, vous irez en prison,
au cimetière ou en exil. Et donc, on dit non, il faut être candidat. Vous êtes candidat, ils vous lâchent là, ils vont prendre de l'argent des députés, ils sont fonctionnaires politiques et autres là. Et qu'est-ce que moi je vais faire? Je ne peux faire, madame, que ce que je suis en train de faire. Je compatis. Je compatis et je fais ce que je peux faire. Et je ne peux pas dire publiquement, mais ce que je fais, je fais. Et mon discours est édulcoré. Parce que si je ne les aidais pas, c'est un autre discours que je vais faire. C'est un autre discours. Et je propose, l'année passée, mon cher monsieur Awansé, vous avez suivi mon discours le 27 mars 2023. C'est la même chose que je disais. C'est ça. Ce n'est pas Patrice Talon qui est fort. C'est qu'en face, il y a des bébêtes. Ce n'est pas Talon qui est fort. Aucun dictateur n'est fort devant aucun peuple. Si ce peuple est organisé, le peuple est invincible. Si les gens faisaient ce que je suis en train de leur dire, en moins d'un mois, l'affaire là est terminée. Les élections sont dans 2 ans, tout est calme. Dans quel pays ils iront gagner quoi? Un peuple, il faut du temps pour formater le peuple. Parce que le premier problème du peuple, c'est le ventre. Le premier problème de l'individu, c'est la paix et la liberté. Mais le premier problème du peuple, c'est le ventre. C'est quand le peuple a réglé le problème du ventre qu'il vous écoute. Parfois, certains vous écoutent pour se distraire. Vous n'avez pas vu ça? Oui, les gens vous écoutent pour se distraire. Par exemple, moi, on coupe mes vidéos et ça m'amuse. Ça m'amuse. Parce que, ayant compris ça, je fais de la blague dedans. Je fais de ça dedans. Et je me dis, puisqu'ils aiment le loisir et la blague, je vais passer des messages par le loisir et la blague. Et ils retiennent. Après avoir rigolé, ils retiennent. C'est le côté dangereux des peuples et des masses, ça. Mais lorsque le leader sait, il exploite. Il exploite, passe le message. Et en passant le message, quand ça atteint un niveau, ça part. Je ne sais pas si vous avez compris, madame. Mais souffrez que des choses purement techniques, stratégiques, je ne peux jamais sortir de ma bouche. Et si vous n'aviez pas cette liberté de presse, j'aurais l'idée même de voir ce que vous allez publier et que des choses très stratégiques ne sortent pas. Parce que l'adversaire, le dictateur, lui, il est très outillé. Il est très outillé. C'est pas pour rien que nous trions. Ce que nous allons faire venir, nous trions. Nous trions. Et malgré ça, nous faisons notre propre communication pour couvrir un peu ce qu'il peut y avoir. Donc, ces messieurs et mesdames, ceux qui sont en exil et tout ça là, ils sont ceux qui les ont poussés à là ne sont pas sérieux avec eux. Voilà ce que je peux vous dire. Et c'est factuel, c'est visible, vous touchez ça. Vous avez vu ce que quelqu'un a dit? Bon, on n'a pas gagné, mais 2026, on gagnera. Voilà le slogan. Il gagnera quoi? Alors que tu ne peux même pas être candidat. Hein? Vous ne pensez que 2026, on gagnera. On gagnera. Comme ça, dans la bouche. On gagnera. On gagnera ce talon-là. Avec ce dispositif-là. On gagnera quoi? C'est le peuple. La thérapie est le peuple. Et le rôle du stratège en chef, c'est de préparer cette thérapie. De prendre le peuple et de le projeter sur le dictateur. Dès que le peuple est projeté sur le dictateur, il fuit. Il demande secours. Et c'est comme ça que les stratèges vont venir négocier. C'est de la chair à canon ou bien quoi? Non! Moi, vous savez, je vais faire rire un peu. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de chasseurs de Kélibo. Je vous ai dit ça, non? D'abeilles de Kélibo, des chasseurs. Non. Des chasseurs de Chaourou. Non, ça ne se fait pas. Le leader, personne ne peut surprendre le leader dans une lutte de résistance pacifique et non violente en train de donner des ordres pour brûler, donner des ordres pour sauter sur des ponts, prendre des barricades, sauter. Non, ça ne se fait pas. Vous m'avez vu jamais. Vous m'avez jamais vu dire ça. Vous ne me verrez jamais dire ça. Mais ça va se faire. Ce n'est pas moi.
Le peuple décide des moyens que le peuple veut. Pourquoi? Parce que le peuple est souverain. Il y a deux entités dans une république. Je l'ai démontré plusieurs fois. Il y a le gouvernement, représenté par le chef de l'État, qui est investi de la puissance publique. Patrice Talon, en tant que chef du gouvernement, chef de l'État, est investi et est dépositaire de la puissance publique. Pour un oui, pour un non, il peut dire que dans le cadre du maintien d'ordre, j'ai agi comme ça. Il réquisitionne les forces de l'ordre, il fait comme ça. Et beaucoup de généraux, beaucoup de hauts commandements savent tellement en faire qu'ils ont des galons chaque année pour ça. Vous avez vu comment les gens progressent en étoile, sans avoir fait une grande guerre, sans avoir fait aucune guerre. Ils progressent parce qu'ils savent bien faire ça. Et c'est bon pour nous d'avoir aussi des généraux. On en a même de divisions aériennes. Alors que nous avons... C'est tellement rigolo que il vaut mieux en rire et se taire. Vous voyez, un chef comme ça, vous devez faire le lien entre le vote du code. C'est-à-dire, vous allez faire le lien rapide entre le vote et l'acceptation, l'imposition du code et quelque chose, et la promotion de ces gens. Il y a un lien rapide. On a sorti des gens rapidement sous le couvert de retraite forcée, et dès qu'on sort, on positionne les autres. Il y a une préparation, il y a une synchronisation. Quand c'est comme ça, le stratège en chef ne rentre pas dans ce jeu. Dans mon bureau, au siège à côté, j'ai réuni toutes ces personnes, je leur ai dit, ça ne se fait pas. La rébellion, non. Je leur ai expliqué les conditions minimales pour lever une rébellion. Armée comme non armée. Je leur ai dit, on n'en a pas. Et je reviens à la psychologie de notre peuple. J'ai dit, même la résistance, notre peuple ne fera pas une résistance armée, même violente, notre peuple ne fera pas. Ce n'est pas à vous. Allez autrement. Ça va se passer de telle manière. Mais les gens disent non. Quelqu'un m'a écrit sur Facebook la dernière fois. Il dit, mais il faut rester dans le système et à l'intérieur torpiller le système. Je ne peux pas vous dire combien de gens sont contre Talon dans le camp de Talon. C'est près de 80% de ceux qui sont derrière Talon sont contre lui. Le minimum, c'est 80%. Mais tous disent, ceux qui passent me voir disent, oui, nous ne savons pas ce que nous allons faire. Nous sommes déjà dedans. On verra bien. C'est ça. Comment vous pensez qu'on peut soulever, on peut aller prendre des gourdins? Non. Le jour où le peuple, il y a un auteur, j'ai oublié son nom, il dit, quand le peuple est calme, on ne sait pas d'où passe le trouble pour entrer dedans. Et quand le peuple est dans le trouble, on ne sait pas d'où passe la paix pour entrer dedans. Le jour où le dictateur va tomber, il ne le sait même pas. Parce que les stratèges organisent, se cachent, dissimulent. Puisque les services de renseignement, les sécurités de l'État, dès qu'ils vont avoir une preuve, ils peuvent même fabriquer des preuves contre vous. Vous êtes dans ce pays quand on a parlé de terrorisme. Les gens sont terroristes, les gens font blanchiment. Donc, dans un peuple, la puissance publique appartient au président de la République. On dit qu'il a le monopole de la violence légitime. Mais, ce que les gens oublient, il y a quelqu'un qui est supérieur à lui, qu'on appelle le peuple, qui est dépositaire de la souveraineté. Et ce peuple aussi a le monopole de la violence de manière supérieure. Je ne sais pas si l'adverbe existe, si je vais l'utiliser, supérieurement au président. Ça n'existe pas, je ne vais pas vérifier. Ça peut être un néologisme. Ça peut être un néologisme. Donc, c'est comme ça. Là, nous devons nous référer à cette souveraineté. Parce qu'il est inscrit, c'est pour ça qu'il est inscrit dans la Constitution, que l'article 66 dit que, en cas de coup de force quelconque, s'organiser en résistance jusqu'à faire reculer le pouvoir, un pouvoir légitime, un pouvoir sacré. Et c'est ça ce qui appartient à nous autres. Quand on nous exclut, quand on nous discrimine, quand on ne nous donne aucune occasion, quand on nous dit maintenant disparaissez, rejoignez-nous ou disparaissez, et que nous ne voulons pas disparaître, nous allons nous plaindre au peuple. Et si nous arrivons à avoir l'écoute du peuple,
ce peuple-là va nous dire, restez à la maison, j'irai régler. Et c'est un tel peuple que vous voyez qui est allé. Et quand le peuple est en face du leader, puisque le peuple doit parler, et que le peuple ne peut parler que comme ça, quand il est en face du dictateur et qu'il y a nécessité de faire un règlement, on demande au peuple de le régler. Le peuple se tourne vers les leaders qui sont cachés. Et c'est comme ça que les leaders viennent. Le leader ne se met pas devant. Le Yaïbou n'a pas le droit de fermer le coup de poing au marché. C'est risqué, c'est irréfléchi. Je ne sais pas si vous comprenez. Le chemin reste long. Tout, rien n'est perdu encore. J'ai dit devant les femmes qu'il y a assez d'espoir. J'ai offert 3 pistes d'espoir. Si vous suivez ma déclaration du jeudi passé, il y a 3 pistes d'espoir. Et je ne voulais pas aller dans les détails. Si les détails, c'est sensible. Mais je vous dis quelque chose, pour vous rassurer. Le 4 mai 2015, mon cher ami, personne ne m'a vu. Mais on a vu quelle discipline, quelle organisation. Par ailleurs, les rues, la prise de tout, eux, on était prêts. Moi, j'étais prêt à en découdre. C'est le rôle du leader, ça. Imaginez un instant que si nous, tous les leaders qui sont comme Patrice Talon, on parlait d'une seule voix. Il peut tenir. Lui là, il ne tiendra pas. Qu'est-ce qu'il a dans le coup? Ceux qui disent de ne pas expliquer les choses en fond, il n'y a pas de traduction possible en français, c'est comme ça. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il profite de ça, de cette division. Et aussi du comportement de démocrate de Yaïs. Quel est ce comportement? Si moi, démocrate, je suis sauvé, c'est fini. Vous tous là, vous rentrez derrière moi. Ça veut dire quoi ça? Et je vois des gens qui viennent s'asseoir autour. Je dis, mais c'est quoi ça? Quelle connerie. Voilà ce que je peux vous dire. C'est ça. Il n'y a pas d'autres questions de ce côté? Les autres n'ont pas de questions? Oui, on peut quitter un peu le code électoral et poser d'autres questions. Posez toutes les questions, madame. Nadège Giron, madame Atu, j'aimerais parler des frontières avec le Niger. C'est resté fermé. Et comment vous percevez ça? L'actualité, c'est également l'affaire du Tobré. Vous avez vu les populations de Tobré sont soulevées parce qu'on aurait pris le terre et tout ça. Comment vous réagissez par rapport à tout ça? La question des frontières, moi, ma doctrine, elle est claire. Ceux qui nous ont formés à l'université, ceux qui nous ont donné les cours d'administration, les cours de commandement, on nous a toujours enseigné de ne jamais nous immiscer dans les affaires intérieures de notre pays. Et quand on faisait des cours de droit international, on nous a enseigné 2 principes qui sont restés toujours. La non-ingérence et la non-intervention. Tout peut se passer au Togo. Ça ne me regarde pas. Je ne peux pas m'ingérer dans les affaires du Togo. Je ne peux pas intervenir militairement au Togo. C'est sur ces 2 principes que sont basées les relations internationales. Donc c'était un scandale lorsque j'ai vu le ministre des Affaires étrangères du Bénin, appuyé par le président de la République, lorsque le 26 juillet dernier, il y a eu cet événement de coup d'État au Niger. Quand j'ai entendu des gens utiliser tous les moyens, je me suis dit, mais ou bien Patrice Talon et son ministre se croient devant les populations du Bénin. C'est avec les Béninois qu'ils disent que tous les moyens, Agbenosi a dit dans ce pays, le chef de l'État a dit tous les moyens, tous les moyens. Vous pouvez le dire pour nous. Mais vous avez utilisé tous les moyens contre le Niger. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc, dans ma déclaration sur l'affaire du Niger, j'ai été clair. La non-ingérence et la non-intervention. À partir du moment où il y a un coup d'État là-bas, ça ne me regarde pas. Le type du Niger n'a pas fait un coup d'État pour le Bénin. Il a fait un coup d'État au Niger. C'est l'affaire des Nigériens. Et le Niger a des gens tellement intelligents pour régler les problèmes du Niger. C'est tout. Vous parlez des frontières. C'est une affaire de géopolitique.
Ce que moi j'ai observé, d'autres disent qu'ils vont envahir le Niger militairement pour régler un problème. Les autorités de Niamey, eux, ils ont dit non, si vous venez, nous allons aussi tirer. C'est grave, Madame Diwan. Et si quelqu'un dit que si vous venez, je vais tirer, la personne prend des précautions. L'une de ces précautions, c'est la fermeture des frontières. Moi, je ne suis pas nigérien. Celui que je condamne, c'est l'errance diplomatique de Patrice Talon, son inconséquence diplomatique, son irresponsabilité diplomatique. C'est irresponsable, ce n'est pas sérieux de sa part. Il conduit le Bénin, il conduit des citoyens, il conduit des intérêts de ses citoyens. Et puis, madame, pourquoi le Togo n'a pas fait autant que nous? Le Togo est toujours dans la CEDEAO, non? Pourquoi le Togo n'a pas fait autant que nous? Il y a une expression qui dit, si vous êtes adulte, si on t'envoie, il faut savoir t'envoyer toi-même. C'est une expression vulgaire, mais je vous le dis. Sur je ne peux pas dire plus. Voilà ce que je peux dire. Parce que je suis conscient de trois choses que j'ai avancées déjà dans ma déclaration. Les raisons de l'histoire, la proximité historique entre ces messieurs, ces Nigériens et nous, les raisons de l'histoire. Les incertitudes de la géopolitique, j'ai écrit ça. La géopolitique, ce n'est pas certain. Celui qui te dit, je te soutiens le matin, à midi, peut-être, je ne te soutiens plus. C'est autre chose. Et puis, les perspectives économiques par rapport au statut et test fondateur de la CEDEAO. Écoutez, madame, est-ce que vous avez fouillé le traité de l'UEMOA? Est-ce que vous avez fixé les statuts et les traités fondateurs de la CEDEAO et les protocoles additionnels? La BCEAO et l'UEMOA, est-ce que les sanctions là qu'on a imposées à ces pays, surtout le Niger, où est-ce que ça existe dedans? Madame, ça n'existe nulle part. Écoutez, quelque chose qui est encore très grave et qu'il ne faut jamais que le Bénin reprenne. On dit les pays enclavés sans littoral. On ne peut pas faire un embargo total contre ces pays. Mais on a fait un embargo jusque sur l'électricité. Et le Bénin est dans ça. Vous croyez que c'est des choses qui s'oublient facilement? Et si nous, on était le Niger, et le Niger était nous, vous allez accepter ça facilement comme ça? Non. Aujourd'hui, maintenant, avec l'évolution, par rapport à la CEDEAO, tout, qu'est-ce que vous regardez? Ne voyez-vous pas que c'est les mêmes CEDEAO qui commencent par dire, bon, venez les frères, on va parler, on enlève les sanctions, maintenant on va parler. Mais qui peut? Il y a le temps d'accommodation, de latence. Les choses ne peuvent pas se faire rapidement comme ça. Vous et moi, madame, nous allons prier, nous allons chercher qu'il y ait un dénouement pacifique dans l'intérêt de tout le monde. Vous et moi, nous n'allons pas mettre l'huile sur le feu. Mais vous et moi, nous devons savoir où ne pas immiscer nos petites bouches dans cette affaire. Donc, je pense que le peuple nigérien et le peuple béninois sont des peuples frères. Je pense que la contradiction est au niveau des dirigeants. Je pense que les dirigeants ne finiront pas s'entendre, ou lorsque des dirigeants vont changer, ils ne finiront pas s'entendre. Si Talon quitte le pouvoir aujourd'hui, quelqu'un d'autre vient, il va parler avec les autres. Ou si les autres quittent le pouvoir et quelqu'un d'autre vient, il pourra parler avec Talon. Lequel il faut souhaiter? Il faut souhaiter ce qui est dans l'intérêt de nos peuples. Voilà pour votre question sur ça là. L'autre question sur Togouin. Mais écoutez, madame, ceux qui disent que Patrice Talon a travaillé, je l'ai dit le 21, ne comprennent rien de l'histoire. Prenez l'Argentine, j'ai donné. Prenez même le Ghana, j'ai donné. Il y a la Côte d'Ivoire qui va vivre ça. Lorsqu'on dit, on enlève les populations d'un endroit, qu'est-ce qu'on veut faire à cet endroit? On dit, on reprend l'endroit, on donne ça aux étrangers qui vont moderniser et rester là. C'est tout. Ce n'est pas qu'on a découvert du pétrole. Hein. On vous a dit qu'il y a du pétrole à Togouin? Madame, vous avez appris ça? Mais pourquoi on exproprie? On veut un cadre parasitiaque. Et par rapport à ça, on dit les autres quittent. Non. Dans les pays qui se respectent, on peut faire la même chose en négociant avec la population. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que nous allons préconiser? C'est que les populations
deviennent coopérateurs, partenaires dans tous les projets nouveaux. Et leurs terres, au lieu qu'on les renvoie de là, leurs terres sont transformées en actifs qui rentrent dans le capital de ce grand projet d'urbanisme et de modernisation. Les populations sont actionnaires par ça. Et à partir de là, en compensation, l'État les reloge à bas coût. Une partie en subvention, une partie en paiement à partir des ristournes, des dividendes qui vont tomber de l'autre. Et ça s'entend, on s'entend là-dessus. On ne peut pas m'enlever de là où je suis et amener un expatrié qui a de l'argent. Ça sonne faux. L'État protège le citoyen, l'État ne protège pas le citoyen, l'étranger contre les intérêts du citoyen. C'est ça, nous avons sorti au sein de notre parti le concept de la dépossession de la puissance publique que l'Argentine a vécu, que le Ghana connaît, que le Congo connaît, que la Côte d'Ivoire va connaître, qui a commencé à Cotonou déjà, où petit à petit, les gens vont quitter Cotonou. Vous savez, moi j'ai la chance d'appuyer l'interrupteur et le courant va arriver. Mais madame, beaucoup ont l'interrupteur, mais il ne peut pas appuyer. Prenez vos factures. Par rapport il y a 4 ans, 5 ans, il y a même 3 mois. Vous n'avez pas vu la différentielle? Donc c'est un drame. C'est un drame. Moi je me souviens, il y a une partie de mes parents, sous Kérékou, on a dit qu'on va raser. Et le projet était là, on doit raser. Quand je suis venu, bon, un peu meneur de jeunes premiers, tout ça, j'ai appris, on a fait une délégation, on est allé voir Kérékou, on a plaidé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé des gens, paix à son âme, le ministre Akobi, et puis Sourou Atim, quelque chose comme ça. Il y avait des gens, ils ont vu, et Kérékou, on a discuté avec lui, il dit de nous laisser ça. Parce qu'on lui a montré, il y a telle divinité à tel endroit, en telle année. En telle année, les colons ont pu passer ça, telle année. Il y a telle maison et telle relique, telle maison et telle... Il dit, ben, il y a tout ça là. On lui a dit oui. Il dit, ah non, si c'est comme ça, laissez. Mais ceux-là, ceux qui sont venus là, ils ne prennent pas le temps de vous écouter. Quand eux, ils ont décidé, paf, ça doit se faire. Moi, j'ai dit aux gens de patienter. Il y a beaucoup de choses qu'ils vont faire, qu'ils sont en train de faire. Et quand on va venir, c'est de Porto-Novo. C'est-à-dire, dès qu'on fait le discours à Porto-Novo, là, dans la voiture, on va rester, on va signer. On sera en train de signer jusqu'à on va franchir le pont de Porto-Novo. On sera en train de signer, on va franchir le pont de Cotonou. Et quand on va garer en même temps, journal officiel. Ça sera publié le même, on va réquisitionner le journal officiel qui va publier ça le même jour. Et ça va s'exécuter. Donc, demandez à tout le monde, ceux qui souffrent là, de nous rejoindre. Même ceux qui on a renvoyés, les départs, les militaires, retraités, ils n'ont qu'à nous rejoindre, ils n'ont qu'à prendre mon adresse et venir. Chacun n'a qu'à poser son cas. Il y a des gens qui recensent déjà. Dès qu'on vient là, Porto-Novo, dès qu'on finit, dès qu'on fait le coup de canon, le nouveau président fait comme ça. Et on dit, je vous donne acte de votre serment. Nous, on le récupère dans la voiture. Ça est, ça là, signe ça là. Signe ça là, signe ça là, signe ça là, signe ça là, signe ça là. On va signer jusqu'à... On va finir les ponts de Porto-Novo. Un pont de Cotonou, on va passer sur les 3 ponts quand même. Un pont de Porto-Novo, un pont de Cotonou. Et puis, dès qu'on descend, on prend comme ça. On appelle le type du journal officiel. Il va imprimer. Et c'est fini. Les gens vont reprendre leur grade. Les gens vont reprendre leur terre. Ça, c'est clair. Ce régime, ce pouvoir, c'est des dangers pour les acquis de la conférence nationale, pour les citoyens. Ils sont dans la dépossession de l'État, sur fond de corruption et d'opacité. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, madame, je vous remercie. Oui. Est-ce que on peut dire qu'on a fait l'essentiel ou est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais aujourd'hui, à l'étape actuelle, président candidat Zanaï, est-ce que vous demandez que les gens vous rejoignent pour porter un candidat pour 2026 ou quelle est la stratégie? Non, c'est une question.
sinon, quelle est la stratégie pour que le peuple gagne en 2026? Nous avons répondu à cette question, mais par considération pour vous, je vous dis, et je rectifie, je n'ai jamais dit que les gens me rejoignent. Je suis comme ça. Moi, ma stratégie est de nous mettre ensemble et de ne jamais nous hiérarchiser. Parce que la hiérarchisation pose un problème dans le contexte actuel. Nous n'avons pas les mêmes principes moraux, nous n'avons pas les mêmes valeurs morales. Donc le danger, c'est de nous hiérarchiser. Si je me mettais derrière quelqu'un qui n'a pas le niveau moral, le niveau des principes que moi, il peut aller me vendre, et vendre le peuple, et revenir dire, bon, j'ai signé. C'est pour ça que dans la stratégie de se mettre pour un combat, on dit, on nous demande de nous mettre ensemble et non de nous hiérarchiser. Je ne sais pas quel auteur a dit ça, mais c'est ce que nous enseigne ça. Nous mettre ensemble, c'est quoi? C'est de nous entendre sur une plateforme, sur un minimum. Il y a un minimum sur lequel nous nous entendons et qui est ce qui nous réunit. Et il y a des spécifiques que chacun continue de faire. Moi, je continue de défendre Restaurer l'espoir. Il continue de défendre les démocrates. PCB continue de défendre PCB. Mais il y a un minimum commun qui est ce qui nous réunit en tant que résistants ou en tant que coalition face à l'adversaire. Ce n'est pas que quelqu'un rejoint quelqu'un. Nous nous rejoignons. C'est pourquoi j'ai dit, tuons nos égos, tuons nos logos. On n'ira pas se mettre sous un logo. Non. Même UP, Ngoumbedji a même refusé de se mettre sous le logo UP. Et Talon a accepté. Les gens de pouvoir, pas Talon, les gens de l'UP ont accepté. Et ils ont mis UP le renouveau. Au nom de quoi nous ne pouvons pas tuer nos égos et nos logos? C'est la première question, ça. La deuxième question, ce n'est pas... Moi, je ne parle pas de candidat. Parce que voilà encore une bêtise qui divise les gens. La notion de candidature est une notion qui vient après la notion de se mettre ensemble. Et en se mettant ensemble, c'est le meilleur d'entre nous que nous prenons et qu'on appelle l'homme de la situation. Il y a un exemple clair qui est au Sénégal. Le jeune Bassirou, il n'est pas le plus capé derrière Sonko. Hein. Derrière Sonko, il y a 5 vice-présidents. Mais pourquoi on a pris le jeune? Parce qu'il y a la notion de l'homme de la situation. C'est des autres critères. Ici, au Bénin, le PASTEF n'allait jamais gagner. Parce que le jour où on va dire que ce n'est plus Sonko, il va dire, ce n'est pas moi, c'est fini. C'est vrai. Mais je vous dis, madame, je nous connais. J'ai fait près de 45 ans avec les hommes politiques ici. Mais dans ce cas, c'est qu'il n'y a pas d'espoir finalement. Il y a espoir, madame. J'ai expliqué l'espoir. J'ai expliqué tout. Oui. Oui, j'ai expliqué. Il y a tellement d'espoir. Parce que même des gens comme moi, ça existe nombreux dedans. C'est fort de cela, je dis, mais ce monsieur-là, s'il n'a qu'à prier, Talon n'a qu'à prier. Si le déclic, si les pièces détachées qu'on est en train de construire à gauche, à droite, si jamais il a la malchance et puis on fait l'agencement là, on fait le montage, wallahi. Je ne suis pas Yoruba, mais je suis obligé de dire wallahi. C'est fini pour lui. Parce qu'il faut des thèmes que les jeunes vont multiplier et utiliser rapidement. Parce que ces thèmes-là, on l'utilise pour que ça passe. Si jamais le montage réussit, il est fini. Il y a cet espoir-là, madame. Il y a cet espoir. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'opposition qui a, ou la résistance qui ont des problèmes. Hein. Il a plus de problèmes que nous. Ah oui. Oh! C'est-à-dire, si aujourd'hui, là, on dit problème, c'est dans son gouvernement et autour de lui qu'on écrit le mot problème. Nous on n'est pas à ce niveau. Nous, on connaît déjà notre problème. Et on va tout faire pour réussir. On va livrer ceux qui font de la compromission. On va décourager les démocrates et Yahya Boni de continuer ce qu'ils sont en train de faire. On va les décourager. Ils doivent retourner vers le chemin des valeurs, des principes et autres là. Ils doivent sortir des petits calculs, des petits jeux de choses là. Ils doivent sortir de ça. Sinon, nous allons couler tous ensemble. Or, personne n'a intérêt à ce que tout le monde coule. Avec ce peuple qui est très émotif, quand il s'agit... Un peuple, madame, je dois vous dire, un peuple qui n'a rien à faire a au moins le spectacle et sourit. Yahya Boni fait rire, ça s'arrête là. Ça s'arrête là.
en dehors de faire rire, là, ça s'arrête là. Tout le monde le connaît, non? C'est parce que Patrice Talon est mauvais que Yahi devient bon. On connaît le passé de Yahi et on connaît tout ce que Yahi fait. Le scandale dernier des démocrates, là, c'est l'introduction, je l'ai dit tout à l'heure, de cette modification de Noureni Tchadé, qui montre que ils sont tombés dans le panneau. Madame, il y a d'espoir. Et puis, vous êtes dans un endroit où on parle de restaurer l'espoir. Et on parle de résistance. C'est ça, madame. Voilà.